Bonjour et bienvenue dans cette interview exclusive sur France 24. Mon invité aujourd'hui est Charles Blé Goudet, l'ex-ministre de la Jeunesse du président Laurent Gbagbo. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors c'est une interview un petit peu exceptionnelle parce que vous venez de passer 5 ans derrière les barreaux de la prison de la Cour pénale internationale à La Haye. Vous avez été accusé de crimes contre l'humanité en compagnie de Laurent Gbagbo. Vous avez tous les deux été acquittés il y a quelques mois. Depuis, vous êtes libre, mais c'est une liberté conditionnelle. Laurent Gbagbo vit en Belgique. Vous êtes toujours à La Haye, aux Pays-Bas. Et je tiens à le préciser avant que commence cette discussion, vous n'avez pas le droit de vous exprimer sur votre cas devant la Cour. Merci en tout cas de nous accueillir. Merci. La prison. Charles Blé Goudet, vous avez passé 5 ans ici en prison, vous avez été incarcéré avant cela en Côte d'Ivoire. Quel effet ça a eu sur vous? Merci. Vous savez, lorsque un père de famille revient de la chasse et de remet le gibier à sa famille, sans toutefois qu'il puisse raconter toutes ces frayeurs nocturnes. Ce qui est important ici, ce n'est pas ma personne. C'est la Côte d'Ivoire. Et la vie de tous ceux qui y vivent. Alors moi, en tant que Charles Blé Goudet, est-ce que la prison a eu un effet sur moi? La prison a toujours un effet sur tout individu qui y met le pied. Vous avez souffert? Ce n'est pas important. La prison, ce n'est pas des lieux de vacances. C'est un lieu de privation avant tout, de liberté. C'est un lieu de manque où tout vous manque. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Mon pays. Vous êtes donc ici aux Pays-Bas. Est-ce que vous allez rentrer en Côte d'Ivoire bientôt? Quelle question. Vous me demandez si je vais rentrer dans mon pays. La Côte d'Ivoire est mon pays. Je n'ai que la Côte d'Ivoire comme pays. Mais si et seulement si c'est ma volonté qui comptait, je suis dans une procédure qui n'est pas encore à terme. Le jour où cette procédure sera finie, je rentrerai chez moi en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas de passage. Elle m'attend. Et je sais qu'elle m'attend. Et qu'un jour, je rentrerai chez nous. Je n'en doute pas du tout. Alors, en effet, la procédure n'est pas terminée, à savoir que vous avez été acquitté en première instance. La procureure de la Cour pénale internationale peut interjeter appel. Est-ce que, pour vous, ces mois de libération où il faut attendre sont peut-être, d'une certaine façon, encore plus difficiles à vivre parce que vous ne pouvez pas rentrer chez vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes serein? Vous savez que ce que la prison nous a enseigné, c'est avant tout la patience. En prison, vous ne maîtrisez rien d'autre que vos émotions, vos désirs, vos envies. Mais la prison n'est pas une perte de temps. Et toute cette situation que je vis pour moi, c'est du temps gagné. J'ai le temps. J'ai tout le temps de réfléchir sur le passé de la Côte d'Ivoire, son présent, mais surtout son futur. J'ai le temps de faire mes projets. Et croyez-moi, je ne suis pas du tout impatient. Alors, on va quand même parler du passé. Vous avez été quand même accusé des pires crimes, les crimes contre l'humanité, sans rentrer dans les détails. Lors de la crise post-électorale, fin 2010, fin 2011, est-ce que vous reconnaissez des erreurs et est-ce que vous avez des regrets? Vous savez, chaque débat a son moment et sa tribune. Comme vous-même venez de le dire, la procédure est encore en cours. Vous allez donc me permettre de ne pas répondre à cette question. Et le moment venu, je vous donne toute la latitude de chercher à me rencontrer. Et nous allons en parler. Mais est-ce que vous avez des regrets quand même de certaines choses que vous avez dites, que vous avez faites? Dire que j'ai des regrets ou pas, ce serait me prononcer sur ces événements-là qui font partie prenante de la procédure qui est en cours et sur laquelle je ne suis pas habilité à me prononcer selon l'ordonnance rendue par la chambre d'appel. C'est pourquoi je vous saurai gré de me permettre de répondre à votre question le moment venu. Et croyez-moi,
J'y répondrai sans embâche. Alors, vous pensez revenir en Côte d'Ivoire. Vous étiez le leader des jeunes patriotes. Certains vous appelaient le général de la rue. Je vois que ça vous fait sourire. Vous revenez en Côte d'Ivoire dans quel état d'esprit? Celui de faire de la politique? Voyez-vous, quand la crise ivoirienne a éclaté en 2002, j'avais 30 ans. Au moment où je vous parle, j'ai 47 ans. Je ne suis plus jeune. La Côte d'Ivoire elle-même a changé. La situation en Côte d'Ivoire a changé. Les populations ont changé. Et je veux participer au changement de la Côte d'Ivoire. Comment? Je veux participer au débat politique en Côte d'Ivoire en tant qu'acteur principal. Parce que sur les 25 millions d'Ivoiriens, si j'ai été celui qui est venu à La Haye en prison aux côtés de Laurent Gbagbo, cela veut dire que je suis un acteur principal. En tout cas pour ceux qui m'y ont amené. Alors, mon avis doit compter sur l'avenir de ma nation. Je me prononce sur l'avenir de ma nation. J'ai un projet sur l'avenir de ma nation. J'ai une vision sur l'avenir de ma nation. Je partage une cause avec les Ivoiriens. Oui, quand je rentrerai en Côte d'Ivoire, et même pendant que je n'y suis pas, je ferai la politique pour participer à changer mon pays. Quand on dit acteur, c'est une chose. Quand on dit acteur principal, ça veut dire qu'on a des ambitions présidentielles, par exemple. Non, la vie politique Pourquoi ne pas se résume pas. La vie politique ne se résume pas à avoir des ambitions présidentielles. Faire la politique, c'est aussi promouvoir des valeurs, des principes de vie. Participer à changer la société elle-même. Pour le faire, on a besoin, bien entendu, d'un instrument de combat. Un parti politique. Un parti politique, que je suis leader du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Je ne m'en cache pas du tout. Oui, j'ai des ambitions pour un jour diriger mon pays. Avec une équipe qui comprendra ou qui aura compris qu'il faut faire la politique autrement en Côte d'Ivoire. Nous avons une offre politique pour les Ivoiriens. En 2020, c'est la prochaine échéance ou c'est trop tôt pour vous? Ce sont des chiffres, cela. C'est une date. Ce sont des chiffres. Une La date. vie de la politique, la vie de la Côte d'Ivoire ne se résume pas aux aiguilles d'une montre. 2020, 2025. Donc vous avez le Nous temps. avons une offre. Et je pense que tout doit se bâtir dans le temps. Tout doit traverser le temps. On ne fait pas tout dans la précipitation au gré des ambitions. Aucune ambition politique n'est au-dessus de la vie de la Côte d'Ivoire et de tous ceux qui y vivent. Oui, je vais faire la politique. Je vais faire la politique dans le temps. Et je vais prendre mon temps. Et je ne vais pas me précipiter. Est-ce que vous êtes favorable à ce que Laurent Gbagbo puisse rentrer en Côte d'Ivoire et lui jouer un rôle peut-être plus immédiat? Mais la place de Laurent Gbagbo, c'est au milieu de son peuple. Il doit être avec son peuple pour réconcilier les Ivoiriens, pour amener la paix en Côte d'Ivoire. Les dernières élections, selon les chiffres de la CEI, le crédit de 46%. Cela veut dire que 25 millions d'Ivoiriens, il y a 46% qui sont en faveur de Laurent Gbagbo. Vous aimeriez selon qu'il les soit... chiffres de la CEI. Alors moi, je suis pour que Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire. Et soit candidat l'an prochain? Non, qu'il joue un rôle. Dans un premier temps, pour moi, ce qui est important, il faut qu'on arrête de réduire la vie des Ivoiriens à des élections. Voyez-vous, il y a un environnement qu'il faut assainir. Il y a d'abord des questions à régler. L'atmosphère post-électorale est la fille de l'atmosphère préélectorale. Pour moi, prenons notre temps. Essayons de faire l'inventaire de ce qui nous a conduit jusque-là. Et comment l'éviter, ne pas le rééditer. Est-ce que vous le craignez? C'est important. Parce que, évidemment, vous avez vécu aux premières loges, si je puis dire, la crise post-électorale fin 2010, début 2011. On voit qu'il y a à nouveau des tensions en Côte d'Ivoire autour de la prochaine échéance. Est-ce que vous craignez, peut-être pas le même scénario, mais que les mêmes causes produisent les mêmes effets? On voit les tensions entre le président Alassane Ouattara, ses prédécesseurs, de Laurent Gbagbo évidemment depuis longtemps, mais aussi Henri Konan Bédié. Est-ce que vous craignez pour votre pays que ces tensions puissent déboucher sur de la violence à nouveau? Voyez-vous que la Côte d'Ivoire a été traumatisée. Elle a changé. Elle a changé politiquement. Il y a une mutation. En mieux? Il y a une mutation que l'on refuse d'accepter. Les cartes bougent. Les lignes bougent. Il y a une offre qui est entendue là. Pour moi, il va falloir que les acteurs politiques, la classe politique prennent
toute la mesure de ses responsabilités pour ne pas conduire la Côte d'Ivoire dans une aventure sans issue, pire que celle que nous avons connue en 2010. Ça pourrait se produire. C'est pourquoi Ça pourrait se je voudrais produire. donc les appeler à l'apaisement. Donc vous craignez un embrasement. Mais pas que moi seul je crains. Il faut savoir lire la météo politique qui annonce des intempéries politiques en Côte d'Ivoire. Une tempête. Vous voyez très bien, les tensions intercommunautaires nous interpellent. Il va falloir mettre de côté nos ambitions, mettre de côté l'immédiat et la vitesse pour essayer d'apporter des solutions, pour éviter de rééditer 2010. Voilà ce que je crains. Mais je ne suis pas partisan d'un ivoiro-pessimisme. Moi, je crois en l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais il faut être lucide. J'espère que la classe politique saura prendre ses responsabilités. Est-ce que vous êtes parmi ceux qui pensent que Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié ont fait leur temps et qu'il est temps de passer le relais à une autre génération plutôt que d'avoir à nouveau ces affrontements qui ont parfois été mortifères? Vous souriez. Malheureusement, ce n'est pas moi qui décide de cela. La Côte d'Ivoire a des règles. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une constitution et d'une loi électorale. Et moi, je me suis toujours attaché aux règles et aux lois. La population ivoirienne, elle est là. C'est son suffrage qui est sollicité, que ce soit par Laurent Gbagbo, par Alassane Ouattara, par Henri Konan Bédié, par Guillaume Soro ou par moi-même. Le peuple ivoirien décidera de qui doit prendre la responsabilité de conduire sa destinée. Il faut qu'on prenne cette habitude-là, de savoir qu'on est en mission pour le peuple. Et que nous sollicitons le peuple pour qu'il nous mette en mission. Parce qu'il estime que notre offre politique sied à ses besoins. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas personnaliser le débat politique en Côte d'Ivoire et le polariser sur des personnes. Je vais quand même le faire. Je vais poser une question sur quelqu'un qui est d'une plus jeune génération, dont on parle beaucoup, Guillaume Soro. Est-ce que c'est quelqu'un que vous pourriez considérer comme un leader potentiel, plus jeune? Guillaume Soro est un leader potentiel en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est un acteur potentiel en Côte d'Ivoire. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il fait partie des hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Maintenant, entre ce que l'homme politique veut et ce que la population ivoirienne est prête à accepter, il y a un hiatus. On propose une offre politique, on propose un projet de société et il revient à la population d'en décider. Mais on ne peut pas avoir des gens qui sont assis dans leur salon et qui vont décider de notre avenir. Parce qu'ils se sont octroyés la légitimité de ce qu'on doit penser, de ce qu'on doit dire et de ce qu'on doit faire. Non, ce n'est pas à moi de dire qui doit être Guillaume Soro, s'il doit être un homme politique. Il est un homme politique, c'est un fait. Maintenant, est-ce que c'est un bon homme politique? Est-ce que c'est un homme politique que les Ivoiriens veulent prendre comme leur président? C'est leur responsabilité. Est-ce qu'Alassane Ouattara doit se représenter? Je vais vous répéter exactement la même chose. Alassane Ouattara, voici bientôt 10 ans qu'il est le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Ça suffit. Les Ivoiriens l'ont vu agir. Les Ivoiriens l'ont observé dans sa gestion des libertés, dans sa gestion de l'économie, dans sa manière de concevoir la société ivoirienne. À la fin, c'est à eux de décider s'ils veulent continuer avec lui ou non, premièrement. Deuxièmement, que dit la loi de la Côte d'Ivoire? Moi, je pense que je ne mène pas des combats de personnes. Vous voyez, je veux qu'un système change. Je veux que mon pays change. Je veux qu'on tire les leçons et tous les enseignements de ce qui nous est arrivé. Je dis bien tous les enseignements. Moi, j'ai eu le temps. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. J'ai eu beaucoup de temps pour faire le bilan, pour faire l'inventaire. Et je ne veux plus recommencer la même chose en polarisant les questions d'État sur des individus. Venons-en au projet, venons-en à l'offre politique, venons-en aux actions et à l'idéologie, à la vision de ces hommes d'État-là. Un homme d'État, il bâtit dans le temps. S'il vous plaît, vous allez me laisser finir. Un homme d'État, il construit, il prépare pour les générations futures. Un politicien, il prépare les élections futures. J'ai bien l'impression qu'en Côte d'Ivoire, on manque d'hommes d'État et qu'on est seulement affaire à des hommes politiques qui ne pensent qu'à des élections, à des élections. Non, la vie de la Côte d'Ivoire ne se limite pas à des élections. Les Ivoiriens ont besoin d'être soignés, ils ont besoin d'une éducation. Ils ont besoin que la croissance se ressente dans leur assiette. C'est de cela qu'il s'agit. Ces jeunes gens qui fuient la Côte d'Ivoire et qui traversent la Méditerranée au prix de leur vie pour atterrir en Europe.
pour être des ouvriers. Il fut quoi? Le désespoir. Il fut quoi? La misère. C'est cela qu'il faut changer. C'est cela que ma génération et moi, nous voulons changer. Dernière question. Vous avez été souvent accusé d'être anti-français, d'avoir appelé à des émeutes contre les Français en Côte d'Ivoire. C'est un mauvais procès qu'on vous fait ou est-ce que vous admettez que parfois vous avez appelé au départ des troupes françaises et à certaines émeutes? Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez ou vous assumez totalement ce que vous avez fait? Je veux parler avec les autorités françaises de la vie. Je veux parler avec les autorités françaises de l'avenir de la Côte d'Ivoire et des relations franco-ivoiriennes. Je ne veux pas m'attarder sur tout ce qui est mortifère. On ne va pas se lancer la balle de ping-pong. Les relations entre la France et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas moi qui les ai bâties. Ce sont des relations historiques. Aujourd'hui, je suis content que c'est quelqu'un de ma génération qui est à la tête de l'État français. Le président français a 40 ans, j'en ai 47. Il est mieux placé pour me comprendre. Nous sommes une génération qui ne demande qu'à être écoutée. Nous voulons des rapports gagnant-gagnant. Tout le monde est bienvenu en Côte d'Ivoire. Et je pense que, non, je ne veux pas que la France parte de la Côte d'Ivoire. Je veux que la France soit en Côte d'Ivoire, qu'elle prenne en compte les intérêts des Ivoiriens autant qu'elle prenne en compte les intérêts des Français. Je veux ces rapports gagnant-gagnant et un respect entre États. C'est tout ce que j'ai demandé. Et je ne crois pas que cela puisse être synonyme d'être contre la France. Non, je ne suis pas anti-français. Merci beaucoup, Charles Blé Goudet, d'avoir répondu aux questions de France 24. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien exclusif depuis La Haye, aux Pays-Bas. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Merci.